On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du Jeune Engagé sur YouTube. Vous me connaissez peut-être sur Instagram ou sur TikTok, je fais des vidéos mais de manière plutôt courte sur des sujets d'écologie. Aujourd'hui j'ai envie de prendre un peu plus de temps sur YouTube pour parler de sujets qui sont pour moi hyper importants. Le premier sujet c'est qui a coulé le Rainbow Warrior de Greenpeace dans les années 85. C'est un bateau mythique de l'ONG Greenpeace que vous connaissez sans doute et ce bateau a été coulé volontairement en 1985 en Nouvelle-Zélande. Que s'est-il passé? C'est tout ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais pour commencer, j'aimerais remercier Greenpeace France qui m'a envoyé ce livre. C'est Greenpeace France, une histoire d'engagement qui retrace 40 ans d'engagement de l'ONG. Et à travers ce livre, on peut voir tout ce qu'a fait l'ONG à travers les années pour protéger l'environnement. Et ce livre, il est à gagner dans les commentaires. Donc si tu as envie de le gagner, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à dire « Je participe » dans les commentaires. Tout commence en 1978 quand une petite organisation du nom de Greenpeace vient acheter à Londres un vieux chalutier pour 44 000 livres. And remove its 25 tons of fishing gear, ready for conversion into what might well be called a fighting ship. Something more appropriate to the job it has taken on. Greenpeace volunteers have only 3 months in which to prepare for what is to become a unique campaign of direct action against the Icelandic whale catchers. The laid-up ship has accumulated more than a fair share of rust and rubble in whaling operations. Evidently, après des mois de travaux de rénovation et de peinture, on voit la naissance du Rainbow Warrior. L'idée du Rainbow Warrior de Greenpeace est de mener des actions pacifistes partout à travers le monde pour prendre des photos et s'interpeller lorsqu'il y a des injustices sur la nature et sur l'environnement. Et ce Rainbow Warrior part le 24 mai 1978 pour sa première excursion en mer d'Islande. La première mission donc du Rainbow Warrior, c'est d'aller en Islande pour lutter contre la chasse à la baleine. Le bateau va donc s'interposer aux chalutiers qui chassent la baleine au harpon. C'est des altercations avec les autorités islandaises, des remorquages par la police, mais une action et des photos qui vont faire le tour du monde sur la chasse à la baleine. Mais la même année, l'équipe va changer de cap puisqu'elle a accès à une information de taille. Plusieurs pays européens jetteraient volontairement des barils de produits radioactifs en plein océan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le nucléaire ne pose pas autant de problèmes qu'aujourd'hui, il n'est pas au centre de débats et d'enjeux. À l'époque, le nucléaire est vu comme une source sûre d'énergie. Lorsque Greenpeace vient montrer ces images où des pays européens jettent volontairement des produits toxiques dans l'océan, c'est la catastrophe. Greenpeace va donc mener des actions contre ces bateaux en prenant des images et en montrant au monde entier que le nucléaire n'est pas si sûr que ça. Le Rainbow Warrior va également retourner en mer d'Islande pour continuer la lutte contre la chasse à la baleine. Les équipes de Greenpeace vont même s'infiltrer dans des hangars pour montrer que les pêcheurs utilisent des armes qui ne sont pas légales. Et il y a la première victoire de Greenpeace. L'organisation va faire pression sur plusieurs pays pour qu'ils signent un moratoire pour interdire la chasse à la baleine partout dans le monde. Et grâce au coup de pression que va mettre Greenpeace sur l'Espagne pour faire signer ce moratoire, l'Espagne va signer et donc ce moratoire rentre en vigueur, la chasse à la baleine est interdite à travers le monde. Pour continuer dans ces aventures mythiques du Rainbow Warrior, il faut se pencher sur l'année 1981 où le Rainbow Warrior traverse pour la première fois de l'Atlantique pour aller au Canada. Direction Terre-Neuve où le bateau va traverser la glace pour aller à la rencontre des chasseurs de phoques. Pas besoin de nous faire de dessin sur l'accueil que réservent les chasseurs de phoques pour Greenpeace. Bien évidemment, les gardes-côtes canadiens vont tout tenter pour arrêter Greenpeace de prendre des images. Mais Greenpeace est assez futé, il va faire circuler des images partout à travers le monde sur cette chasse violente où on va taper la tête des phoques sur la banquise.
Et on se rappelle peut-être de ces images, de centaines de phoques assassinés. Le Canada tue 15 000 phoques par an à cette époque. Ces images vont faire le tour du monde, repris par des célébrités comme Brigitte Bardot. C'est une nouvelle victoire pour Greenpeace, puisque quelques années plus tard, l'Europe décide d'interdire l'importation de peaux et de fourrures de phoques. C'est une grande victoire puisque l'Europe représente 75% des importations de peaux de phoques. Je vous ai donc cité les actions les plus emblématiques du Rainbow Warrior, mais il y en a eu d'autres. Il a été très actif et il est allé un peu partout à travers le monde. La chasse aux phoques, ça va être une des dernières actions que va réaliser le Rainbow Warrior, puisque il y a une fin tragique à ce bateau avec l'attaque. C'est la deuxième partie de notre vidéo, l'attaque du Rainbow Warrior. Le début de la fin pour le Rainbow Warrior, c'est quand il va accoster en Nouvelle-Zélande le 7 juillet 1985. Greenpeace est appelé pour lutter contre les essais nucléaires de la France qui se produisent sur les îles, que ce soit proche de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie. La France est l'un des seuls pays qui n'a pas signé la charte de non-prolifération des armes nucléaires, et donc le pays mène des actions d'essais nucléaires. Le drame se produit le 10 juillet 1985, soit 3 jours après l'arrivée dans le port d'Auckland. À 23h48, l'équipage entend une première détonation. Plusieurs membres de l'équipage remarquent que tout a bougé dans la cabine, le générateur ne fonctionne plus, et là, on se pose des questions. Un technicien va dans la salle des machines, et là, c'est la fin. L'explosion qui a eu lieu dans le bateau a fait un trou dans la coque, de l'eau est en train de pénétrer le bateau. C'est foutu, il faut évacuer. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est la panique à bord, le bateau est en train de couler, il faut évacuer. Tout le monde sort du bateau, mais on remarque que tout le monde n'est pas présent. On se demande s'ils sont dans le bateau, s'ils ont été blessés par la détonation, ou s'ils sont en ville en train de faire la fête, il est à peine minuit. Au même moment, Fernando Pereira décide de retourner dans le bateau. C'est le photographe de Greenpeace et il veut récupérer son matériel photo. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une deuxième détonation retentit. Une explosion à l'arrière du bateau qui le coince dans sa cabine. Fernando Pereira est coincé à l'intérieur du bateau et ne pourra en sortir, il va mourir noyé. C'est la catastrophe bien évidemment pour tous les membres de l'équipage qui ne voient pas revenir Fernando Pereira. Les autres membres du bateau qui n'étaient pas à bord lors de l'explosion reviennent, ils étaient à l'extérieur. Lorsque les membres de l'équipage ne revoient pas Fernando Pereira revenir après la deuxième détonation, c'est le choc. Heureusement pour les autres membres du bateau, ils n'étaient pas à bord lors de la première et de la deuxième explosion. Mais la police néo-zélandaise va faire une remarque assez surprenante. Lorsqu'elle envoie des plongeurs pour voir qu'est-ce qui a causé cette explosion, elle remarque que les trous dans la coque sont repliés vers l'intérieur. Ce qui veut dire que l'explosion a eu à l'extérieur. Il y a bien eu des dépôts d'explosifs sur les parois du bateau pour faire exploser le bateau. L'équipage de Greenpeace n'est donc pas responsable du sabordage du Rainbow Warrior. Les 2 bombes qui ont été posées sur la coque ont détruit complètement le bateau. Si les membres de l'équipage de ces cabines avaient été là, ils n'auraient pas survécu. Mais qui a pu placer des bombes sans penser aux vies humaines qu'il y avait à l'intérieur? Mais aussi la question c'est pourquoi faire exploser le bateau du Rainbow Warrior? Et qui a les capacités de faire sauter un bateau d'une organisation internationale? Pour découvrir ce qui s'est passé sur ce sabotage d'ampleur, nous passons à la 3e partie de cette vidéo, l'enquête sur l'attaque du Rainbow Warrior. Pour mieux comprendre, il faut remettre les choses dans son contexte. Nous sommes dans les années 80 et la guerre froide n'est toujours pas terminée. Il y a donc une opposition entre le monde occidental, poussé par les États-Unis, et le monde communiste de l'URSS. Et dans ce contexte, la menace nucléaire est bien réelle. C'est pour ça que plusieurs pays, dont la France, vont faire des essais nucléaires pour perfectionner leurs armes. La situation pour la France est très tendue, parce que d'un côté ils font des essais nucléaires très mal vus, et de l'autre côté des mouvements insurrectionnels qu'il faut arrêter. Alors, quand Greenpeace arrive avec son Rainbow Warrior et décide de mener une lutte contre les essais nucléaires, cela pose problème. L'enquête débute par l'arrestation d'un couple suisse, Alain et Sophie Thurange, à l'aéroport, car ils ont un comportement suspect. Rapidement, les autorités néo-zélandaises vont se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un couple suisse, ils ont des faux passeports. Très vite, on se rend compte en fait qu'il s'agit d'agents secrets de la DGSE française. Des agents secrets français sur le territoire néo-zélandais alors que le pays est un allié de la France.
pourquoi ces deux agents se retrouvent sur le territoire de la Nouvelle-Zélande au même moment où le bateau de Rainbow Warrior a explosé. Lorsque la Nouvelle-Zélande accuse la France d'interférence et de possibles attaques contre le Rainbow Warrior, le ministre de la Défense réfute. Il évoque qu'il y avait bien 2 agents français sur le territoire néo-zélandais, mais qu'il s'agissait d'agents qui surveillaient Greenpeace. Ils ne sont pas la cause de cette explosion. La France va plutôt accuser les Britanniques d'avoir créé un commando pour détruire l'image de la France, dans une situation si tendue. Mais les médias, notamment les médias français, ne croient peu à cette théorie et vont commencer à accuser l'État de cacher des choses. Dans cette tempête médiatique qui est en train de toucher la France, où les Français et les médias veulent savoir qui a coulé le Rainbow Warrior, Laurent Fabius, le Premier ministre, charge Bernard Tricot, qui est conseiller d'État, de mener une enquête intérieure pour savoir s'il y a une potentielle responsabilité française. Le président François Mitterrand dit que s'il y a des responsables français, ils seront condamnés fermement. Cela montre que François Mitterrand n'est au courant de rien et qu'il enlève toute possibilité d'action de la part du gouvernement français. Une dizaine de jours plus tard, Bernard Tricot va émettre donc son premier rapport interne. Il évoque, je cite, « Tout ce que j'ai entendu et vu me donne la certitude qu'au niveau gouvernemental, il n'a été pris aucune décision tendant à ce que le Rainbow Warrior soit endommagé. » Donc pour Bernard Tricot et son enquête, il n'y a pas de responsabilité française dans l'attaque du Rainbow Warrior. Mais le scepticisme est de mise jusqu'en Nouvelle-Zélande où le Premier ministre va évoquer « Je ne peux pas croire un instant qu'un enquêteur efficace puisse arriver à de telles conclusions. » À ce moment-là, les tensions entre la Nouvelle-Zélande et la France s'accentuent. Les tensions sont très palpables, on est au bord de la crise diplomatique et de la crise politique en France, mais à ce moment-là, le gouvernement réfute toujours toute implication de la France dans l'explosion du Rainbow Warrior. Mais ça, c'est sans compter une révélation de taille par Edoui Plenel, qui est journaliste au Monde. En effet, il va révéler qu'une 3e équipe d'agents secrets était sur place en Nouvelle-Zélande lors de l'explosion. Et pas n'importe quelle équipe, puisqu'il s'agit de plongeurs qui ont fait sauter le bateau en posant des bombes. C'est le début de la fin pour le gouvernement français, puisqu'un grand journal comme Le Monde révèle qu'une 3e équipe d'agents secrets était sur place et a fait sauter le bateau. Mais encore là, le gouvernement tente de nier les faits en cascade. En effet, à ce moment-là, le gouvernement s'enfonce dans le mensonge et ne veut pas évoquer une responsabilité de l'État français. Certaines sources évoquent même que l'État tente de négocier avec la Nouvelle-Zélande pour éviter une catastrophe diplomatique. Mais les médias accusent clairement l'État français, il faut une réponse du gouvernement. Et c'est le 22 septembre 1985 que Laurent Fabius, donc Premier ministre, évoque que la France est responsable de l'explosion du Rainbow Warrior. En effet, 10 agents de la DGSE étaient en Nouvelle-Zélande et ont eu l'ordre de faire couler le bateau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça y est, c'est bien la DGSE qui a coulé le bateau de Greenpeace. C'est le Premier ministre lui-même qui vient de l'annoncer. Écoutez sa déclaration. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Cette vérité a été cachée au conseiller d'État Tricot. Vous imaginez bien qu'un pays qui se tarde d'être une démocratie et le pays des droits de l'homme, lorsqu'elle annonce qu'elle a fait sauter un bateau d'une organisation non gouvernementale, c'est le choc. C'est donc le début d'un scandale diplomatique, puisque l'État français a pénétré le territoire de la Nouvelle-Zélande sans accord alors que ces deux pays sont alliés, et à ce moment-là, ça peut être vu comme une déclaration de guerre. C'est un scandale aussi au niveau politique, au niveau de l'État, et c'est une vraie crise dans la société française, puisque tout le monde est complètement perdu. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qui a mené l'État français à faire exploser le Rainbow Warrior, j'ai regardé une interview de 2015 d'Edoui Plenel, qui a été le journaliste qui a révélé dans Le Monde en 85 la présence de cette 3e équipe, et en 2015 qui est directeur de Mediapart. Il interviewe Jean-Luc Kister, qui est colonel et qui était un des nageurs qui a posé la bombe sur le bateau. Le colonel évoque que les ordres venaient bien évidemment de plus haut, qu'ils n'avaient aucune information supplémentaire sur leur mission, si ce n'est précisément ce qu'ils devaient faire, et on disait que cette action a été menée
car on avait peur qu'il y ait une infiltration du KGB, c'est-à-dire les services secrets russes, dans Greenpeace. Le problème, c'est qu'il y a peu de preuves pour prouver que le KGB était présent dans les équipages de Greenpeace, mais l'État français ne s'est pas empêché à faire couler le bateau. Une raison peut-être plus valable, c'est que l'État ne voulait pas que Greenpeace interfère dans ses essais nucléaires et prenne des photos qui fassent le tour du monde comme on l'a vu au début, et donc a préféré mettre hors état de nuire le Rainbow Warrior. Le colonel évoque que toutes mesures ont été prises pour éviter qu'il y ait des morts lors de l'explosion du bateau. Ce qui est bizarre, c'est que les deux explosions, et donc les deux bombes, étaient fortement chargées. Une aurait suffi pour faire couler le bateau. Pourquoi en avoir posé deux? C'est une question qui se pose toujours. La mission se déroule ainsi. 10 agents de la DGSE français sont envoyés en Nouvelle-Zélande, divisés en 3 équipes. La première équipe, c'est une équipe de logistique qui va acheminer le matériel en Nouvelle-Zélande à bord d'un voilier, le voilier UVA. La deuxième équipe, c'est le faux couple Thurange, le faux couple suisse, qui va lui apporter le matériel aux équipes de plongeurs. Et bien évidemment, la troisième équipe, c'est les plongeurs qui vont poser les explosifs sur le bateau. Toute la mission est basée sur le fait que c'est totalement secret, qu'on ne doit pas montrer que l'État français est derrière cette explosion. Donc toutes les précautions sont prises, mais le problème c'est que ça dérape très rapidement. En fait, le Zodiac qui va exfiltrer tout le matériel après l'explosion se fait repérer par les gardes-côtes néo-zélandaises. À ce moment-là, ces gardes-côtes vont relever les plaques d'immatriculation des vannes qui vont exfiltrer le matériel. Déjà là, ça commence mal. Mais il y a aussi l'arrestation du faux couple Thurange à l'aéroport, et là c'est le début de la fin, ce qui va mener à la révélation que l'État français est derrière le coup. Après les révélations du Premier ministre Laurent Fabius, l'arbitrage est donné, l'État français doit 6,5 millions de dollars à la Nouvelle-Zélande pour dédommagement et 8,1 millions de dollars pour Greenpeace International. Le faux couple Thurange est jugé et écope de 10 ans de prison en Nouvelle-Zélande, mais ils seront graciés lors de leur retour en France. Du côté du gouvernement, le ministre de la Défense ainsi que le chef de la DGSE sont limogés, mais le Premier ministre ainsi que le président de la République François Mitterrand ne sont pas touchés par le scandale. Ce qui est assez surprenant, c'est l'opinion publique française. Alors que le monde entier s'émeut de cette explosion qui a coûté la vie à Fernando Pereira, le photographe de Greenpeace, du côté français, la majeure partie de l'opinion soutient le gouvernement français. Ce qui est assez choquant. D'un côté, nous avons Greenpeace International qui voit ses rangs augmenter de 700 000 bénévoles à plus de 1,7 million. Et du côté français, Greenpeace France voit ses bénévoles s'effondrer et a du mal à repartir après ces révélations. On peut comprendre que dans le contexte géopolitique et le contexte de guerre froide, il faut resserrer les rangs derrière l'État, alors que tout le monde a les yeux rivés sur la France qui a été accusée d'actes abominables contre Greenpeace. Les Français sont donc fortement liés au gouvernement, surtout quand le gouvernement a passé des mois à dénigrer l'action de Greenpeace et en les traitant comme des traîtres. Ce qui est assez incroyable, c'est la fin de l'histoire du Rainbow Warrior, car ce bateau va être coulé au large de la Nouvelle-Zélande après dépollution. Et ce qui est incroyable, c'est que ce bateau va servir de biodiversité pour la zone. En effet, il va y avoir un récif corallien qui va naître à bord du bateau, des poissons vont en faire leur habitat. C'est un peu dingue de dire que ce bateau mythique de Greenpeace, qui menait des actions dans la protection de l'environnement, va finir ses jours au fond de l'océan pour permettre à la biodiversité de se développer. J'avais envie de raconter cette histoire parce que je pense qu'elle est très importante. Il faut se rappeler de ces histoires, de ces combats écologiques et montrer l'importance en fait des organisations non gouvernementales, des associations et leur travail démentiel dans la protection de l'environnement. Si Greenpeace n'avait pas été là, il y aurait encore beaucoup de travail à faire du côté de la chasse à la baleine, de la chasse aux phoques ou encore des essais nucléaires français. Si le travail de Greenpeace est indéniable, il y a plein d'associations qui se battent tous les jours, toutes les échelles, que ce soit des petites associations ou des grandes associations, et ça, il faut les soutenir parce que leur travail est indispensable. Quand on voit qu'un pays est prêt à faire sauter un bateau d'une ONG plutôt que de remettre en cause les essais nucléaires qui coûtent la vie à des gens et à la nature, il y a des problèmes. Et les ONG, les associations sont là pour ça. Je vous rappelle qu'il y a ce livre à gagner dans les commentaires. Si tu as envie de le gagner, tu mets je participe et tu t'abonnes parce qu'il y aura plein de nouvelles vidéos très bientôt. Si tu as une idée d'une association qu'il faut soutenir, n'hésite pas à la mettre en commentaire pour la partager. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de scandales, d'histoires environnementales qui ont marqué nos siècles.
N'hésite pas à aimer et à partager la vidéo, c'est la toute première vidéo du Jeune Engagé sur YouTube. J'espère qu'elle vous a plu et s'il y a d'autres sujets qui méritent d'être évoqués selon vous, n'hésitez pas à les partager et on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Salut!